gouvernance et voilà la croissance économique. Ok. Maintenant, il faudrait donc avoir un œil sur la croissance économique si on veut que les conditions de travail s'améliorent. Or, si on fait simplement dans le syndicalisme de métier, on veut juste une bonne gouvernance et une juste rétribution sans tenir compte de la croissance économique. C'est une équation vouée à l'échec. Voilà. Bon, maintenant, comment faire pour avoir une bonne gouvernance? Il faut agir en amont et en aval. Déjà, il faut assurer les valeurs culturelles, assurer l'intégrité, la citoyenneté et la morale, assurer la responsabilité et la justice sociale et promouvoir le culte de l'excellence et de la rigueur. Ça, sont des éléments pour la bonne gouvernance. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut pour la croissance économique, c'est-à-dire les facteurs de production? Il nous faut déjà le travail, ce sont les facteurs. Et ici, ça se résume en l'efficacité externe du système éducatif, c'est-à-dire ce que le système éducatif produit comme qualité de travailleur. C'est un peu la contribution de l'éducation. Ensuite, nous avons le capital physique, ici qui renvoie aux investissements sur le matériel. Et enfin, vous voyez la plus grosse boule, c'est le capital humain. Les facteurs, il y en a trois. Les facteurs de production, il y en a trois, le travail, le capital physique, le capital humain. Maintenant, le capital humain se divise en 5 petites parties, bien à 5 composantes: la santé, la scolarisation, la suivi jusqu'à l'âge de 5 ans. Bon, maintenant, regardez un peu comment les indicateurs de croissance économique peuvent être constructibles par l'enseignant. Alors, on commence par le capital humain. Dans le capital humain, nous avons évidemment la composante majeure qui nous concerne, qui est la scolarisation. Et dans la scolarisation, nous devons mettre au vert les 3 composantes de la scolarisation selon le calcul sur le capital humain. Nous avons le taux net de scolarisation, nous avons la qualité de l'éducation, nous avons la qualité des acquis scolaires. Remarquez que le développement, la jauge de développement ne fait qu'augmenter, plus ces indicateurs passent au vert. Ensuite, nous avons le volet santé et suivi qui ne nous concerne pas trop, même comme l'enseignant forme aussi les médecins. Nous avons quand même la santé et la survie. Ensuite, comme autre facteur de développement, nous avons le travail. Et pour le travail, la contribution de l'enseignant, c'est de créer un travailleur qualifié qui peut soit lui-même créer le travail, soit être compétent en employabilité. Et le capital physique, qui est une conséquence un peu du travail et de l'investissement. Et voilà, ça veut dire que l'enseignant contribue à juste titre dans les indicateurs de la croissance économique. Nous avons ici la scolarisation, le travail. Capital physique, c'est tout le monde qui contribue. Ok. Maintenant, on rappelle encore, la cible de la SND30 disait qu'il faut promouvoir un système éducatif à l'issue duquel tout jeune diplômé est sociologiquement intégré, bilingue, compétent dans un domaine capital pour le développement du pays et conscient de ce qu'il doit faire pour y contribuer. Voilà, c'est ça la cible de la SND30 en ce qui concerne le système éducatif, compétent dans un domaine capital. Ok. Selon la stratégie des pays de l'OCDE, parce qu'il faut un peu prendre la référence où ça fonctionne, le capital humain est le moteur fondamental de la croissance économique et les politiques d'éducation et de formation sont déterminantes. Voilà comment ils ont pensé et ça fonctionne sur eux. Selon la SND30 pour le Cameroun, le capital humain est un facteur clé au développement économique et en particulier l'industrialisation d'un pays. Il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques adéquates dans les domaines de l'éducation. Nous allons prendre le gouvernement au mot parce que nous, on va suivre cette vision-là. Mais qu'en est-il de ces indicateurs au Cameroun?
Nous allons prendre les statistiques de 2018 où le taux net de scolarisation n'était pas bon. Le Cameroun était classé 122e sur 147 parce qu'il n'offre que 9 ans sur les 14, 9 ans de scolarisation sur les 14 qu'il faudrait. La qualité de l'éducation aussi est au rouge. Le Cameroun était classé 115e pays sur 147 avec un score de 379 sur 600. Là, on parle des acquis scolaires. Des acquis. Maintenant, dans la qualité des acquis scolaires, pardon, là c'était la qualité d'éducation, maintenant les acquis scolaires, au Cameroun ne pouvait que offrir 5,5 ans, 5,5 années de qualité, oui, sur les 14. C'est-à-dire qu'il était classé 121e sur 147 pour un capital humain de 0,9, 121e pays sur 147. Vous comprenez que tout ce qui concerne le capital humain, nous sommes en train d'échouer lamentablement. Pour ce qui est maintenant du travail et l'efficacité externe, l'entrepreneuriat est nul et le sous-emploi a été évalué à 70% des jeunes en 2019. Vous voyez que les facteurs de développement ne sont pas bons. Pour ce qui est de l'éducation sociale, là c'est la catastrophe. Nous avons la violence scolaire, la corruption, l'incivisme, l'acculturation, l'irresponsabilité environnementale, le tabagisme, l'intolérance et tout ce qui va avec. Donc vous voyez, sur tous les facteurs de développement, le Cameroun est au rouge. Bon, pour extrapoler un peu, pour vous expliquer ce que c'est que le capital humain, cela signifie que si on considère que les conditions actuelles d'éducation et de santé sont maintenues depuis 2018, un enfant qui va naître aujourd'hui sera 2,6 fois moins productif que ce qu'il aurait pu être s'il avait bénéficié d'une éducation complète et d'une parfaite santé. En extrapolant au niveau du produit intérieur brut du Cameroun, qui est environ de 24 000 milliards, comme je disais tout à l'heure, il ne représenterait que 39% du potentiel du Cameroun. Si les Camerounais, dans cette hypothèse, avaient bénéficié d'une éducation complète et d'une parfaite santé, le produit intérieur brut serait de 61 596 milliards de francs CFA. En gardant les mêmes proportions dans la répartition budgétaire, l'éducation de base, non pas l'éducation de base, l'éducation secondaire seule aurait pu bénéficier de 750 milliards de plus par rapport au budget actuel. Imaginons donc dans ce contexte que les avancements, les vacations, les primes et autres indemnités soient toujours sujets à des tensions de trésorerie. Ce serait évidemment le comble. Imaginez si on avait 750 milliards aux enseignements secondaires de plus. C'est que les 71 milliards dont on parlait là aujourd'hui, ce serait une rigolade. On n'aurait pas besoin du chef de l'État pour régler cela. Donc, dans un pays, dans le syndicalisme dans un pays développé ou dans un pays émergent fonctionne comme suit. Donc, la gouvernance est bonne, plus ou moins, et la croissance économique l'est aussi. Donc, les conditions de travail et de vie sont agréables et suffisantes. C'est pour ça que vous voyez, ils ont en Europe le SMIC à un certain niveau. Voilà. Dans ce pays, dans cette configuration, ce qu'il faut contrôler, c'est à la fois la croissance économique, on contrôle juste, et la gouvernance. Maintenant, le syndicalisme d'un pays sous-développé. Là, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est contrôler la gouvernance. Et la deuxième chose, c'est agir le système économique. En clair, qu'est-ce que le syndicalisme de développement en éducation?
Il s'agit d'un mouvement idéologique visant à regrouper les travailleurs d'un même corps socio-professionnel en vue d'étudier, de défendre et de promouvoir leurs intérêts tout en pesant idéologiquement sur la politique éducative et sa mise en œuvre, de telle sorte que l'éducation soit véritablement un levier de développement et que la profession reçoive sa juste rétribution. Je vous ai dit, nous sommes dans un syndicalisme, un syndicalisme réformiste. Alors, on peut dire ça autrement. Il s'agit donc d'agir tout le temps de façon à orienter, transformer ou accompagner la politique éducative pour qu'elle donne aux facteurs éducatifs pertinents une dimension stratégique orientée vers le développement et à la fois de s'assurer de la bonne gouvernance en amont, c'est-à-dire la bonne gouvernance en amont, les GEM par l'éducation sociale et en aval par la justice sociale. Donc, bonne gouvernance d'un côté et accompagnement de la politique éducative pour qu'elle puisse produire les résultats escomptés. Ceci est trop compliqué pour vous, retenez simplement le fonctionnement de la machine. On nous dépose un produit à l'entrée, un individu sans savoir faire, ni être, ni agir. Nous nous servons de notre usine pour imprimer une valeur ajoutée à la personne. D'abord, l'instruction est grandie et en même temps, la personne ne peut pas injecter ça en même temps. Donc c'est une phase, c'est peut-être alterné. Ensuite, nous lui donnons des compétences. Dès qu'il reçoit les compétences et l'instruction, il est donc un citoyen complet et apte à soutenir la croissance de son pays. Voilà. Nous pensons alors que pour que cela fonctionne, nous devons pouvoir attendre une rétribution des citoyens que nous formons pour pouvoir entretenir nos conditions de travail et notre rémunération. Voilà, donc en gros, voilà ce que pense le syndicalisme de développement. Voilà, j'en ai terminé. Merci et je vous attends la prochaine fois pour une autre vidéo, peut-être consacrée à la formation du syndicaliste.